Si je vous dis comme nom Kevin Martin, Brad Miller, Coutinho Mobley, Ray Allen, Rashard Lewis, Jerome James, ça vous parle ou... C'est bon, j'ai trouvé. Sacto Kings face aux Sonics, les Super Sonics de Seattle. Ouais, ils se sont affrontés en 2005. Premier tour de playoff. Moi, concrètement, au cours de cette rencontre-là, les gars, soyons clairs, on pense tous que les Kings, malgré leur mauvaise année quand même, parce qu'ils sont moins performants que les années précédentes, tu te dis qu'à l'expérience, les gars, ils vont passer, quoi. Tu dis qu'à l'expérience, les gars, ils seront sereins, même si en face à une belle opposition. Il y a de très beaux joueurs, comme on connaît, Ray Allen, Rashard Lewis et consorts. Et ben, on a quand même été bien surpris, hein. Et même dès le match 1, si vous voulez qu'on rentre dans le vif du sujet. Allez, Déjà, on a une équipe des Kings qui arrive quand même de son meilleur joueur, hein, qui est Weber, qui est parti aux Sixers, s'enterrer. Donc, c'est la fin quand même ça commence à être là. S'enterrer carrément. Ouais, il est parti s'enterrer, donc ça commence quand même à être la fin d'un cycle, mais on se dit que pourquoi pas, ils peuvent quand même espérer faire des belles choses encore 1 ou 2 ans. À C-Web. Ouais, non, il est parti vraiment. Il a laissé une équipe orpheline, j'ai envie de dire. Mais bon, il y a quand même une équipe qui est quand même jeune. Moyenne d'âge, je regardais l'autre fois, il y a Stojakovic 27 ans, Bibi 26, Kenny Thomas 27, Brad Miller 28, Mobley 29. Il y a quand même beaucoup. Je crois qu'il y a que 2 joueurs au-dessus de 30 ans. Ça s'est rajeuni en fait concernant les Kings parce que avant t'avais Doug Christie, Vlade Divac qui est parti aux Lakers, qui a été concrètement envoyé par les frères Maloff. Vous vous souvenez des 2 frères là? Comme des mecs claqués avec des chemises, les gars ils sont nazes, leur coupe de cheveux, mon Dieu, oh là là, purée. Vraiment c'est la mode des années 2000, des villes un peu punk, claquées, je sais pas quoi. Non, parce mais que Sacramento, les gars, ce sont les précurseurs de la Startup Nation. C'est clair. Et si on regarde de l'autre côté, au Sonics, c'est encore plus frappant. Il y a 0 joueur au-dessus de 30 ans. Et le plus vieux de l'équipe est Ray Allen. Ah ouais? Ouais, 29 ans, et Jerome James aussi. C'est les 2 vétérans de l'équipe. Je crois qu'il y a Antonio Daniels aussi dans cette équipe, si je ne me trompe pas. Oui. C'est les 3 vétérans de l'équipe et il n'y en a aucun qu'à 30 ans. Bien sûr, en tant que 6e homme. Tu as... C'est quand même des équipes jeunes, mais qui ont quand même des joueurs qui ont fait plusieurs années au haut niveau, qui ont joué des finales de conférence et qui se rencontrent très tôt dans les playoffs parce qu'ils n'ont pas fait surtout pour Sacramento, une grosse saison. Et Seattle est un peu la surprise. Oui, Seattle est un peu la surprise, surtout qu'ils terminent premier de leur conférence, de leur division Nord-Ouest, parce que c'est la première saison en NBA 2004-2005 où il y a en effet la NBA qui est répartie en 6 divisions, 3 pour chaque conférence. Et c'est la division Nord-Ouest où est situé Seattle. Et ils finissent premier devant Denver de Carmelo Anthony et surtout devant les Minnesota Timberwolves de Kevin Garnett qui ne font pas les playoffs depuis que Flip Sanders était au pouvoir à Minnesota. Et cette Kevin Garnett. Ah, Kevin Garnett, mais il avait même pleuré. Hein. Il avait même pleuré. T'as dit quoi, Samuel? J'ai dit il a l'habitude de ne pas les jouer les playoffs. Non, pas forcément. Non, c'est pas ça. Il faisait toujours les playoffs, KG. Mais c'était en 2005, c'est les 3 saisons 2005, 2006, 2007 où il ne les fait pas avec les T-Wolves. Ouais. Et là, c'était la première saison où il ne le faisait pas. Et je m'en souviens, on avait vu les larmes à la télé. Je m'en souviens, j'avais vu ça. Purée de patate. Mais j'étais surpris de voir Seattle 3e à l'Ouest quand même. Parce qu'ils finissent 3e avec 52 victoires et 30 défaites. Et t'as Sacto qui finit avec le même bilan, qui finit avec 50 victoires et 32 défaites. Mais voir 32 défaites avec pour Sacramento qui finit 6e dans la conférence Ouest, c'est assez étonnant, c'est assez surprenant. Parce que tu les voyais d'habitude, second, premier, on connaît les mecs, hein. Avec les vieux briscards, Pristan Offense, qui était leur stratégie offensive majeure. Mais là, tu les vois, ils sont 6e à l'Ouest avec des mecs. On reviendra après sur les éléments de la série. Mais tu vois quand même que t'es étonné quand même. Tu vois quand même que t'es surpris. Il y en a en plus, grâce à cette série, hein, ils se sont refait des contrats, mais sympas. Ah ouais? Dis en plus, c'est-à-dire un certain Jerome James, la série a été très bénéfique. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et qui l'a pris? Les Knicks. Pour changer. Quelle franchise de maudit. Et j'ai hâte d'arriver au podcast sur les Knicks, ça va vraiment être drôle. Zéro, les gars. En tout cas, on a une confrontation entre le 3e de la conférence Ouest et le 6e, hein, classement oblige. Match 1, rentrons de suite dans les points et on a affaire rapidement. Les Sonics frappent d'entrée. Hein. D'entrée, Seattle marque son premier pas. N'est-ce pas, Samuel? Ouais, d'entrée, hein, c'est victoire de 5 points avec un gros match de Ray Allen
qui est à 28 points direct d'entrée. Hein. Il rigole pas. Il est venu marquer son territoire. Bien épaulé par Jérôme James. Hein, on en parlait, qui a pu obtenir un gros contrat grâce à cette série. Il fait un très bon premier match à 17 points. Tout à fait. Et il y a un plus 11 dans les statistiques. Hein. Donc au différentiel. Au différentiel, ouais, donc c'est toujours bien à noter. Et ouais, non, en plus, le scoring est quand même bien réparti. Il y a Ray Allen à 28 points, mais après, c'est quand même 17 points pour Jérôme James, Rashard Lewis 18. C'est un petit score, à 82-87. De l'autre côté, Sacramento, je trouve qu'il y a Stojakovic qui est un peu isolé avec Mobley, mais que le reste, ça suit pas trop. C'est surtout McBibby qui passe totalement au travers. Totalement au travers. Il fait un match catastrophique. Kenny Thomas aussi. Hein. Et Thomas catastrophique. Derrière, c'est Luc Rinaur qui fait le boulot. Bon, il a à peu près 25 minutes de temps de jeu sur ce match. Bon, au niveau du 25 minutes, exactement. Rien du tout. Mais par contre, il fait un taf en défense. Sur Mike, t'as raison de le préciser. Sur 16, quoi. T'as raison de le préciser, parce qu'il met 0 points, mais le mec est quand même au différentiel à plus 13. Donc ça montre vraiment que sur le terrain, il a eu un impact sur les deux côtés, quoi. Surtout pour bloquer Bibi, qui en 36 minutes, t'as mis 3 points, quoi. Mais on parle de McBibby, les gars. On parle de McBibby, un joueur qui, dans les années début 2000, on le mettait en concurrence avec Tony Parker. Vous vous souvenez, il y avait, c'est-à-dire que tu avais c'est-à-dire les joueurs importants qui n'ont pas été All-Star. Tony Parker n'a pas été All-Star tout de suite, on le sait bien. On connaissait ses difficultés face à Stéphane Marbury et McBibby, qu'on mettait souvent en concurrence, notamment avec Tony Parker, qui était à peu près le même type de profil. Bon, moi, je n'étais pas forcément d'accord avec ça, parce que McBibby avait prouvé lors des finales de conférence 2002 qu'il valait, à mon avis, un petit peu plus que Tony Parker. Mais là, McBibby n'a plus Chris Webber et Vlade Divac. On s'attend de sa part qu'il prenne un certain leadership dans l'équipe. Et là, il passe totalement au travers. Alors certes, pour revenir sur Samuel, le score marque plus 5 pour les Seattle en fin de match, mais Seattle menait même plusieurs fois dans la rencontre de plus 13, plus 15, mais plus 12. C'est quand même bizarre que, d'ailleurs, que ce score c'est un petit score, alors qu'on a quand même une équipe de Seattle qui est l'équipe offensive. Ouais, c'est vrai. Ouais, et c'est marquant d'ailleurs de les voir en fait gagner dès ce premier match sur un match serré qui n'est pas vraiment dans leurs habitudes, dans un match avec un petit score ou quoi, et on voit du coup qu'ils sont capables aussi de défendre et de gagner les matchs au mental. Oui, sur cette série, mais sur ce match, oui, le seul qui, en termes de scoring, survole réellement, c'est Rashard Lewis qui a été plutôt efficace. Après, le reste n'est pas trop au rendez-vous en termes de scoring. Hein. Enfin, surtout en termes de pourcentage. Mais clairement, c'est Ray Allen qui prend les choses en main. Et après, il est bien épaulé par Rashard Lewis. Ouais, les deux ont pris leurs responsabilités. Ça se voit d'ailleurs au Game 2 directement. Très bien. Au Game 2 d'entrée, Game 2, là c'est un peu le coup de massue, hein, victoire de 12 points. Ouais, là, personne. Mais c'est même bien que tu dis ça, mais le regard même les scores des cartons. Au premier carton, tu as un 22-26 plus 4 pour Seattle. Au deuxième, tu as un plus 7, donc ça fait plus 11 à la mi-temps pour Seattle, 22-29 pour le deuxième carton précisément. Et c'est surtout le troisième carton qui fait mal aux Kings, qui sont vraiment dominés au niveau du rebond, notamment du rebond offensif. On aura le temps de revenir sur les chiffres. Mais sur le troisième carton, il y a un 33-18. 33-18, les gars. Mais franchement, je suis coach, je pète les plombs. Je perds 3 cartons sur 3. Les shoots, ça rentrait plus. Stojakovic et Mobley passent complètement à côté de ce match-là. Et pour le coup, Bibi se réveille, mais bien trop isolé. Ah, bien trop isolé. C'est-à-dire que Stojakovic, même tu sais, il a 3 sur 10 et t'as Mobley qui a 4 sur 13, quoi. Ils sont complètement à côté de la plaque. Et de l'autre côté, Ray Allen, toujours fidèle à lui-même, 26 points. Et Rashard Lewis fait un gros match aussi. Très gros match. 26 points. 26 points. Alors, Rashard Lewis, c'était un peu une des révélations au Sonic. C'était pas un gars qu'on attendait à ce niveau-là. Et derrière, il fera une très bonne carrière. Hein. Il ira au Magic aussi, où il fera une finale NBA. Il ira aussi au Heat prendre sa bague. Tout à fait. C'est un gars qu'on oublie souvent dans l'histoire, mais qui a fait une très grosse carrière. Hein. C'est un bon joueur de basket, Rashard Lewis. En tout cas, par rapport au rebond, si je reviens là-dessus, regardez, match 2, ils ont pris 45 rebonds, les Sonics. Et au match, et je crois que t'en as 42, étonnamment, t'en as quand même 42 côté Kings, mais surtout au niveau des rebonds offensifs,
Où là, là derrière, au niveau même des rebonds défensifs, tu en as 36 qui ont été pris par Seattle. Après, la fin de match est biaisée parce que au quatrième quart-temps, les Kings se font quand même un 31-17. Et tu sens que les mecs, ils sont clairement dominés. Notamment Reggie Evans, qui m'a quand même bien étonné, qui n'est pas un meneur de très très un intérieur de très très haut niveau, mais qui démontre une activité. C'est Kenny Thomas, moi, qui m'a beaucoup déçu, parce qu'il est dans le trade avec la série. Avec très Chris décevant. Brad Webber. Miller aussi très décevant. Mais il était blessé. Je crois qu'il était souffrant. Hein. Le premier match, il est blessé. Après, il joue un peu sur le banc. Et le deuxième match, il est titulaire, mais il est en dedans. Il est en dedans. Ah, il est en dedans. Purée de patate. Ça s'est bien vu. Mais ça faisait de la peine. Moi, perso, j'ai vraiment été peiné en voyant les Kings à un tel niveau. Tu sentais vraiment que les mecs, on dirait qu'ils avaient plus la niaque. Ah, ils étaient cuits. Franchement, ils avaient plus faim. Et de l'autre côté, il y a un gars, moi, que j'aimais bien. C'était Radmanovic sur le banc. Vladimir. Il a un peu prêté d'ailleurs. Vladimir Radmanovic qui met ses 10 points là, dans ce match-là et qui était une bonne option sur le banc à Seattle. Ouais, tu l'aimes bien parce qu'il est passé par les Lakers, c'est tout. Évidemment. La petite attaque. Non, oui, non, mais par contre, oui, lui aussi, c'est le genre de joueur, tu lui demandes pas grand-chose à part shooter et essayer un minimum de défense. Ouais. Et le mec le fait très bien. Et d'ailleurs, après ce match-là, au match 3, il prend directement beaucoup plus de temps de jeu, puisqu'il passe à 31 minutes par match. Absolument. Il joue 31 minutes le troisième match. Absolument, c'est-à-dire que là, c'est le sixième homme. C'est le sixième homme de Seattle, donc il joue la rotation avec notamment Reggie Evans, concrètement Radmanovic. C'est le poste 4 qui s'écarte de four straight, comme on appelle ça aujourd'hui, où tu as des 4 qui s'écartent, qui savent shooter, ce qui était le cas de Radmanovic. Malheureusement, on a toujours compris que sa défense était limitée. Paul Pierce l'a bien ramassé lors des finales 2008. On s'en souvient tous sur le poste 3, poste faible des Lakers, où Radmanovic, certes, a toujours été un shooter fiable, raisonnable, notamment sur cette série. Mais malheureusement, en défense, c'est pas ça, quoi. Et malheureusement, les Kings n'ont pas appuyé dessus, parce que sur le match 3, Radmanovic, en effet, fait 31 minutes, comme tu l'as dit. Mais en plus, il est quand même agressif, malgré le fait qu'il n'ait pas un bon pourcentage. Mais il est à 3 sur 11 en sortant du banc. Mais par contre, c'est les starters qui ont été malgré tout performants côté Sonics. Mais les Kings se rebellent. Les Kings se rebellent. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire même que cette victoire des Kings, dans ce match 3, ça concorde aussi avec un Rashard Lewis qui est un peu en dedans par rapport aux 2 premiers matchs. Là où Ray Allen, du coup, est obligé de scorer plus. Oui. Donc il score plus, il dépasse les 30 points sur ce match-là. Bien sûr. Et au final, Rashard Lewis, c'est moins scoreur, il est moins décisif, et ça se ressent du coup dans le match. Et les Kings en profitent, et ton ami Mike Bibby se réveille et nous fait un gros match. Oui, il fait un gros match, et puis bon, il y a aussi l'apport de Brad Miller qui se fait ressentir. Et bon, Mike Bibby, là, sur ce match-là, il le survole complètement, quoi. 46 minutes, 31 points. Donc c'est lui clairement qui fait la différence. Après, là, clairement, le 5 des Kings est au top. Très performant. Oui, et mieux, ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est clairement un match. D'ailleurs, c'est 2 équipes, je trouve, qui ont des bancs très faibles et un bon 5. Pour le coup, ça se ressemble, et du coup, c'est vraiment des matchs de 5 contre 5. Ouais, c'est vrai, mais Samuel, si je peux me permettre, on peut quand même s'apercevoir qu'en play-off, la rotation quand même se limite. En tout cas, par rapport au basket 2000, en play-off, tu sens quand même que ça se resserre au niveau des rotations. Quand tu regardes clairement. Tu sais que la rotation, c'est maximum 8 joueurs, quoi. Ouais, c'est ça. Là, les Sonics, là, c'est ça. Hein. Ils jouent à 8. Il y a un 9e qui joue 7 minutes. Hein. C'est Danny Forson. Mais ça joue 8 minutes. Non, ça joue 8 minutes. Côté Kings, c'est un peu plus varié, mais bon, ça reste, il n'y a pas énormément de rotation. Hein, Qu'est-ce que vous pensez? Mike Bibby joue 46 minutes. Hein. C'est énorme. Ce soir-là, justement, c'est même bien parce que là, Locke Rindauer, qui fait ses premières années en NBA, je pense qu'il est même rookie. Oui, il est rookie. Ouais. Il est rookie cette saison-là. Il joue un rôle très important parce qu'il fait face à un joueur d'expérience qui a vécu ces moments-là. Locke Rindauer sur la série, dans l'ensemble, c'est honorable pour un joueur rookie. Mais là, ce soir-là, on sent qu'il prend le bouillon, quoi. Il prend vraiment le bouillon. Et quand McBibby est lancé, notamment à mi-distance, on s'en souvient tous, ça devient très, très, très compliqué. J'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous pensez de Coutinho Mobley
Moi, je trouve que c'est un mec qui se la raconte pour rien, frère. C'est des mecs qui m'énervent. J'ai l'impression que ce mec-là. Je l'aimais bien à Houston. Pourquoi? Avec Steve Francis et Yao Ming. Comment là. t'as pu l'aimer? Je sais pas, j'aimais bien le trio. Je trouvais que c'était un trio un peu, comment dire, extravagant, un peu chelou. Ouais, j'aimais bien. Oh là Et là. après, au Magic, il m'a complètement déçu. Là, Magic, t'en c'est penses n'importe quoi? quoi. Il faisait très bien la paire, je trouvais, avec Steve Francis. Justement, il apportait un peu le côté serein voilà, il compensait avec la folie de Steve Francis. Mais oui, je trouve que là, par contre, derrière d'être allé à Sacramento, c'est un peu le début de sa fin de carrière, en fait. Ouais, clairement, c'est un peu le début. Moi, Coutinho Mobley, en fait, pour vous dire, moi, j'ai l'impression qu'il se prend pour un joueur qui n'est pas. Vous vous souvenez qu'à l'époque, début 2000, on avait affaire à de très, très haut niveau. On va pas refaire la liste, encore une fois. Et moi, j'ai l'impression que Coutinho Mobley, il s'est un peu suivi dans la folie de Stevie Franchise, comme on l'appelle, justement, et qui, par moment, je trouvais qu'il shootait un peu trop parce que ses pourcentages de shoot, j'en ai pas le souvenir qu'il soit si éloquent que ça. Et quand il fallait passer la balle à Yao Ming dans la peinture, c'était un petit peu compliqué aussi parce que monsieur voulait se faire voir. Comme d'habitude, qu'il a repris à la fin les Knicks, notamment pour la fin de carrière. Je pense qu'il a signé un bon contrat lui aussi. Ça s'est pas bien passé. Mais Coutinho Mobley qui se prend pour ce qu'il n'est pas, et notamment au cours de cette série, quand il fallait faire tourner la balle, c'est vrai que le collectif des Kings était limité, je suis d'accord. Mais clairement, c'est un second couteau. Hein. C'est comme après au Clippers. Il se raconte, ce mec-là. Il me sort, j'en peux plus. Enfin, bref. Je vous dis la vérité, mais moi, à ce match 4, du coup. Ou Seattle, du coup, là, creuse l'écart. Et surtout, Ray Allen plante 45 points. Ce match-là, c'est un récital. Là, on peut l'appeler Jésus. Là, on peut l'appeler The Black Jesus. Hollywood. Mais attention, il y a alors Ray Allen 45 points, mais c'est là justement, j'en reviens un peu à ce que je disais au début de ce podcast, c'est l'apport de Jérôme James. Exactement. C'est là qu'il gagne son contrat au Knicks. Un très gros match, et Rashard Lewis se réveille aussi. Par rapport au match précédent, il retourne dans ses standards. Et pour le coup, là, dans ce match-là, on a un duel Stojakovic, Ray Allen. Ouais, là, enfin, on a l'opposition des joueurs majeurs des deux équipes, concrètement. Tu as Ray Allen, comme on l'a bien dit, à 45 points. Et ce qui est intéressant dans ces 45 points, c'est pas que du shooting à 3 points comme on connaît. On voit Ray Allen pénétrer, et on voit Ray Allen défendre, on voit Ray Allen réaliser des interceptions, des steals, avec 4 interceptions. Ray Allen également passeur avec 6 passes D. Donc il y a une variété dans le jeu, qui est intéressante. On voit Ray Allen aussi, de manière au niveau des lancers francs, c'est-à-dire les Sonics à ce niveau-là n'ont rien à craindre par rapport à leurs deux joueurs majeurs, parce que Rashard Lewis est beaucoup plus agressif. Il va 12 fois sur la ligne de lancer franc, c'est quand même à signaler. Et c'est vrai qu'au niveau du pourcentage, c'est pas trop ça, mais comme l'a dit Vlad, Jérôme James, pour la première fois, il se fait voir. Alors ça, c'est quand même bien de parler de ce mec-là, parce que Jérôme James, à la base, c'est un joueur, c'est-à-dire pivot, on l'a bien compris par la taille, pas très talentueux. Concrètement, moi, je l'ai rarement vu à ce niveau-là. J'étais vraiment surpris par cette équipe des Sonics. Notamment par rapport à ce genre de mec. Parce qu'il est pas très bon. Il est pas très talentueux. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ils se sont transcendés sur une saison, clairement. C'est un peu l'effet Bismack Biyombo, en fait, je trouve. C'est-à-dire ton compatriote. C'est le mec qui va démonter la série et ensuite, il prend son contrat et merci, ciao, quoi. J'ai mis la main à l'abri, quoi. Après, il y a quelque chose à noter quand même, c'est là qu'on en parlait du banc avant, c'est que les Kings, je crois, il y a que 3 gars du banc qui participent au match, dont un qui met 0 points, c'est Bobby Jackson. Au final, le banc des Kings met 16 points, quand celui des Sonics, je crois, en met 25. Ah ouais, là, tu sens dans ce match-là. Et quand on voit qu'à la fin, le match finit avec un plus 13, on voit au final que les 13 points, c'est quand même l'écart des deux bancs, quoi. Entre les deux bancs, on est tout à fait d'accord. Alors, concernant les bancs des Sonics, c'est bien que tu en parles. T'as Antonio Tales qui met 7 points en 20 minutes. Radmanovic qui met 8 points en 20 minutes. Ça fait déjà 13. Et Nick Collison, très bon défenseur qu'on a vu en carrière, notamment au Thunder, qui a suivi donc la fermeture des Sonics. Et qui finit avec 5 points, 6 rebonds en 20 minutes. Qui est un véritable apport de la part du banc des Sonics. Et ça fait toute la différence, comme je l'ai bien dit. Alors après, tu as Corliss Williamson, si on s'en souvient, qui était aux Pistons lors du titre en 2004. Si on se souvient tous. Et mais c'est clair que
Côté Kings, alors c'est bien qu'on en parle, parce que Pia Stojakovic, vous en avez posé quoi sur l'ensemble? En tout cas, sur les 4 premiers matchs. Bah, il se réveille un peu tardivement. C'est ça. Il se réveille au Game 4. Oui, c'est ça, parce que Et- tu regardes bien les 3 premiers matchs en termes surtout de pourcentage sur les shoots. Bon, en termes de volume, il met ses points, mais le pourcentage est horrible. Et là, par contre, il se rattrape bien, en effet, sur le match 4, mais Ouais. malheureusement un peu trop Et tard. surtout après, là, sur le Game 5 qui va suivre. Oui, en plus, oui. Ouais, Ouais. bah justement, le Game 5 qui marque la fin de la série. Alors, c'est un match vraiment particulier. Parce que les Sonics, comme d'habitude, dominent. Alors, les Sonics, entre guillemets, dominent, hein, c'est-à-dire au premier quart-temps, 24-29. Ouais. Donc là, le match est à Seattle. Hein. On a fait, en effet, les 2 derniers matchs à Sacramento. Là, on est revenu dans l'Oregon. Et Et les Sonics ont pris l'avantage du terrain. exact, lors du match 4. Donc, à 3-1 pour le match 5, hein, on avance pour les Sonics. Mais t'as les Kings qui veulent pas rendre les armes. Parce que t'as affaire quand même à des mecs qui ont lutté pour le titre. Et t'as quand même cette expérience-là qui joue, en fait. C'est un peu l'orgueil du non-champion, si on peut dire ça comme ça. D'habitude, on dit orgueil champion, ils ont rien gagné, les pauvres. Hormis des titres de conférence, de division et consorts. Mais là, t'as affaire à des mecs, tu sens qu'ils veulent pas rendre les armes, et moi, je conçois C'est une fin cruelle en plus, parce qu'ils perdent de 4 points, 122 à 118. Et d'ailleurs, on en parlait, je vous le disais tout à l'heure, que le premier match, c'était un petit score. Et au final, après, tous les autres matchs de la série sont au-dessus de 100 points. Exact. J'ai l'impression en fait que les Sonics ont un peu imposé leur rythme aux Kings et à ce jeu-là, ils étaient meilleurs. Exact. Au final, dans ce match-là, la Stojakovic et Bibi sont déchaînés, ils veulent pas rendre les armes. Ils veulent pas. Comme tu l'as dit, ils veulent pas, ils acceptent pas leur sort, j'ai envie de dire, et ils claquent quand même 35 points et 38 points pour Stojakovic. Énorme. Mais en face, c'est meilleur. Puis le scoring est mieux réparti. T'as le banc, t'as Antonio Daniels là, qui remet 14 points, t'as Collison qui t'en met 15, t'as Radmadovic qui met 6 points, t'as Ray Allen qui est encore dans ses standards à 30 points. C'est vraiment réparti, quoi. Oui, non, c'est ça. Et puis derrière, alors pour appuyer un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que, donc je pense que ça va te satisfaire aussi, Damas, c'est qu'on voit clairement le temps de jeu de Coutinho Mobley se réduire. Le gars est quand même starter. Il a un peu plus de 14 minutes, mais derrière, en fait, celui qui prend le pouvoir à l'arrière, c'est Mo Evans. Maurice Evans, bon défenseur qui après a fait sa carrière aux Hawks d'Atlanta. Pour se faire sweeper par LeBron. Oui, ça c'est un autre sujet, s'il te plaît. Hein, il y avait Eddie House dans cette équipe. Eddie House. Ouais, Eddie House, oui, exactement, le shooter qu'on connaît, qui a avec démarré au Heat et qui a fait un petit périple aux Kings. Et c'est bien, mais en effet, que Coutinho Mobley recule. C'est bien que Samuel parle de la répartition shoot côté Sonics. Parce qu'en fait, le vrai problème côté Kings, c'est qu'ils ont toujours été en retard dans les rotations au niveau du jeu offensif des Sonics. On voyait souvent justement les Sonics en position à shooter. Quand tu as affaire par exemple à Nick Collison qui est à 6 sur 6 avec 5 rebonds offensifs, c'est des stats qui sont importantes parce que psychologiquement ça joue. Non, clairement, pour moi, c'est le point faible des Kings sur cette série. Hein. Il y a un 5 cohérent, pas mal, hein, où il manque quand même notre ami Weber, hein, qui n'aura jamais été remplacé réellement. N'a jamais été remplacé. Mais sur le banc, c'est trop faible. Sur le banc, c'est trop faible. À l'époque, en plus, où c'était quand même relevé à l'Ouest, hein, c'était quand même la période de l'Ouest, c'est cette période-là, 2005, et même 2006, jusqu'en fait, 2005. Il y a en face, à l'Est, t'avais les Pistons et Indiana qui étaient toujours au top, mais derrière, c'était un peu plus faible. Et à l'Ouest, c'était quand même plus relevé, plus homogène. Et cette équipe de Kings n'avait clairement pas les armes pour concurrencer. En plus de ça, tu as des Kings qui n'arrivent même pas à se sortir du guêpier des Sonics. On a très rapidement vu la domination des Sonics dès les premiers matchs par rapport à cette série. Mais ce qui est frustrant, c'est que tu sens que la réaction, elle est tardive. Mais de deux, t'as l'impression que c'est comme si, bon, allez, on tente le tout pour le tout, mais après, bon, si on perd, tu sens que le ressort, il est vraiment cassé, même avant l'entrée dans la série. Moi, je me souvenais à l'époque, quand j'avais regardé ce match-là, parce que je me levais, moi, même le matin à 9h, 11h, quand on avait la rediffusion, j'étais chaud pour regarder. Et Vlad, je pense que tu me suis aussi là-dessus, ainsi que Samuel. Et tu sens que dans le langage corporel des mecs, même Brad Miller, bon, mais moi, je pense qu'il y avait quand même une mauvaise ambiance dans la franchise parce que les frères Maloff, à mon avis, n'ont pas gardé un très très bon souvenir. Non. Depuis les Kings, voilà. Ça s'est jamais relevé. Hein.
C'est moribond. Un Les petit point ans, sur les Sonics. ils espèrent revenir, mais voilà. Bah, les Sonics, c'est aussi la fin d'une époque, hein. C'est bizarre quand même. Après ça, ils n'ont jamais réussi à refaire mieux. Puis ensuite, la franchise a été remplacée. Bah, d'ailleurs, vous en connaissez un petit point par rapport à ce départ de franchise, parce que les Sonics, c'est une franchise mythique, hein. Il y a eu des joueurs importants comme Les Lenny fameuses finales Wilkins. les fameuses finales face aux Bulls, hein. Exact, avec Sean Kemp et Gary Payton en duo. Hello. Et toi, Vlad, tu penses quoi de cette franchise-là, justement? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est mitigé. Enfin, t'as l'impression que il pouvait tenir un truc avec Ray Allen. Bon, après, il y a eu certaines choses qui se sont passées en interne. Je pense aussi que le management n'y est pas pour rien. Ouais. Que ce soit un peu parti, on va dire, en cacahuète. Et derrière, oui, ce qui a clairement, on va dire, éteint la franchise, c'est oui, le départ de Ray Allen. Après, Il draft quand même. on Quand a- il draft Kevin Durant, c'est encore lui. De quoi? Oui, Quand bien il sûr. draft Kevin Durant, c'est Tout à encore fait. Voilà. Seattle. Ouais, j'allais y venir justement. Et la ville de Seattle espérait un nouveau souffle avec Kevin Durant, mais au final, ça n'a pas fait grand-chose. Et J'espère que c'est une après, franchise qui va revenir. ouais, ça reste à voir, hein, vu ce Ça qu'ils reste à font en voir, ce hein. moment, ils sont pas trop chauds pour le moment pour revenir à Seattle, hein. Ah non, mais Ouais, peut-être pas à Seattle, mais en fait, je trouve que c'est quand même une franchise qui était quand même mythique, déjà pour Gary Payton, hein, qui a quand même marqué une génération. Tout à fait. Et je trouve ça dommage qu'elle ait disparu. Non, exact. J'espère qu'elle réussira à refaire sa place. Pourquoi pas loin de Seattle, hein. Mais Si je peux me permettre de réagir par rapport à ça, il faut savoir qu'en NBA, si on regarde bien la répartition des équipes, des franchises NBA sur le territoire des États-Unis, t'as des endroits où la franchise devient le porte-étendard un peu de l'État dans lequel il est et même de la région dans laquelle il est. Il y avait un duel, je supporte les Blazers à l'ouest, donc il y avait un duel entre Seattle et les Blazers, on s'en souvient bien. Et donc ça permettait quand même à cet endroit des États-Unis un peu d'exister. C'est l'État de Washington, c'est un peu éloigné, mais t'as quand même une très bonne... T'as des amoureux de basket dans cet endroit-là. Ouais. Les Sonics, c'est une franchise historique, hein, avec le titre en 79, avec Lenny Wilkins. T'as affaire quand même à un patrimoine basketball qui est là, qui est évident. Maintenant, le départ, il a été, on va dire, parce qu'il paraît, c'était déjà dans les tuyaux depuis déjà quelques années déjà. Les propriétaires envisageaient en effet de pouvoir déménager. Et la draft de Kevin Durant, plus de Russell Westbrook, parce que Westbrook a été drafté aussi par les Sonics. ouais. Oui, Tu te dis qu'il va y avoir un nouvel élan concernant ces deux mecs. Et ça s'est prouvé après à Oklahoma, parce que les années 2010, ces mecs-là, physiquement, c'était les plus dominants en NBA avec LeBron James et Dwayne Wade. Mais malgré ça, tu Mais ça sens veut dire, que... la fin des Seattle marque avec la fin de notre époque Team Dencast. C'est vraiment une franchise de notre génération. Les jeunes ne connaîtront jamais. On est d'accord. On On est d'accord. Exact. Et en plus, t'as la saison 2004-2005 qui est donc la dernière saison majeure des Seattle, qui n'avait plus gagné de série playoff depuis 98. Hein. C'est pour vous dire. Hein. Depuis 98, les Sonics ne gagnaient plus de série. Donc ça donnait un peu de baume au cœur à la ville. Mais la saison 2005-2006 et 2006-2007, les Seattle disparaissent et qui mènera à la fin au départ à Oklahoma City.